Madame, Monsieur, bonsoir. L'échéance approche. Nous serons bientôt le 26 mai 2019. C'est à cette date-là que nous allons aller voter. Alors, vous aurez 3 bulletins de vote. Un bulletin européen, un deuxième consacré au scrutin fédéral. Et puis, vous devrez aussi choisir vos candidats ou votre parti pour le scrutin régional. C'est ce scrutin-là qui nous intéresse ce soir pour cette émission. Pour vous permettre de mieux cerner le programme des différents partis, nous invitons un à un chaque parti dans ce studio et nous mettons les candidats face aux syndicats et puis face au monde associatif et enfin face aux jeunes pour parler du climat notamment. Alors aujourd'hui nous accueillons les candidats de Défi et nous saluons Monique Félix. Bonjour. Alison Demortier. Bonjour. Axel Béraud et Bonjour. Amaury Alexandre. Bonjour. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes avec nous pendant environ 52 minutes et face à vous, différentes personnes de la société civile notamment. Alors, tous les propos de nos invités sont scrutés et analysés par un politologue. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Van Cutsem qui est avec nous, voilà, juste à côté de nous. Nous le retrouverons dans une cinquantaine de minutes donc pour débriefer ce débat. On entame directement la première partie face aux syndicats. Avec nous, des représentants des 3 syndicats traditionnels. Pour la CSC, nous accueillons Françoise Renard. Bonsoir. Pour la FGTB, nous avons Guy Fahy avec nous. Bonsoir. Et enfin, pour la CGCLB, c'est Bertrand Jenkers qui est avec nous autour de cette table. Allez, on est parti. Alors c'est vrai, Défi n'est pas au pouvoir. On ne peut donc pas tirer un bilan des actions menées par ce parti. Mais par contre, vous avez analysé leur programme et leurs propositions pour ces élections. Avant de parler du programme, d'abord du côté syndical, concernant l'emploi et les conditions d'emploi et de travail en Wallonie, par rapport à votre réalité de terrain et les gens que vous rencontrez tous les jours, sur quoi voulez-vous attirer l'attention des candidats? Quelles sont vos priorités? Monsieur Fahy? Mais 2 questions, effectivement. Ces derniers mois ont été émaillés en Wallonie de manifestations, notamment sur ou contre la réforme des points APE, donc l'aide à la promotion de l'emploi, initiée par M. Géolet, le ministre libéral. Demain, cette réforme n'ayant pas été votée, heureusement pour nous, mais en politique, tout est possible. Demain, peut-être ce sujet reviendra sur la table de discussion. Si vous êtes alliés avec l'un ou l'autre des partis, quelle réforme allez-vous initier? La réforme plutôt style Tillieu, concertation sociale avec les acteurs de terrain, les syndicats, les associations d'employeurs, ou bien la réforme Géolet? Ça, c'est une première question. La deuxième question concerne l'aide aux entreprises. J'ai vu que vous vouliez accorder une aide plus particulière aux entreprises en forte croissance, mais je ne vois pas les conditionnalités de ces aides. Le problème des aides aux entreprises, pour nous, c'est bien souvent qu'on prend les aides et puis on ne respecte pas nécessairement les engagements en matière de création d'emplois. On met la clé sous le paillasson sans rembourser les aides. Voilà un petit peu les sujets qui m'ont préoccupé. On va faire ça dans l'ordre et je propose aussi que les autres syndicats s'expriment aussi sur les APE notamment. Alors les APE, quel type de système, quelle est votre vision des choses? Madame Félix ou Monsieur Béraud? Très clairement, nous soutiendrons les points APE. Alors, ok, mais ça, selon quelle formule, je dirais, puisqu'il y a effectivement plusieurs tendances qui se dessinent au niveau politique. C'est vrai que voilà, il faut maintenir le système des points APE, il faut probablement le revoir parce que il y a probablement des dérives qu'il faut corriger. Mais là-dessus, nous sommes tout à fait partisans de la concertation avec les syndicats et le patronat pour trouver, le patronat qui n'est pas vraiment un patronat, c'est le milieu associatif en l'occurrence, mais on est partisans de trouver une solution avec tous les acteurs autour de la table et c'est pas de venir imposer comme ça une solution ex nihilo du pouvoir politique qui va régler le problème. Alors quand vous parlez de dérive, quelques exemples peut-être, enfin, qu'est-ce qui ne va pas pour le moment dans le système actuel des APE? On sait qu'il y a parfois on crée des organismes pour justement pouvoir bénéficier des points APE. Moi je vois ça au niveau provincial. On a toute une série d'ASBL qui sont paraprovinciales qui sont créés en fait pour utiliser des points APE. Et donc ça ne va pas. Il faut trouver une façon de faire pour justement pérenniser les choses et ne pas avoir recours à des structures juridiques pour bénéficier de systèmes d'aide. C'est un exemple. Madame Renard, vous voulez ajouter quelque chose? Vous dites qu'on crée des structures pour utiliser des points APE. Ça voudrait dire que ces structures n'ont aucun objectif.
n'ont pas d'objectif social, n'ont pas de mission précise. Si, elles ont une mission forcément. Hein. On ne va pas créer des choses juste pour le plaisir de créer de l'emploi et de mettre les gens à ne rien faire. Donc c'est pas ça l'idée. Mais c'est vous que me rassurez quand même. Oui, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas sain de devoir procéder de la sorte. La province devrait pouvoir assumer ses tâches sans devoir créer des structures périphériques pour pouvoir bénéficier d'aides régionales. Voilà, il faut trouver un système pour ça suppose un financement correct des services publics également au niveau régional. Hein. Exactement, c'est ça, je ne vous le fais pas dire. Et donc ça, c'est effectivement une réforme qu'il faut mener aussi. Il faut donner les moyens au secteur public de remplir ses missions. Donc une fiscalité qui permet aussi de développer des services publics. Donc une fiscalité adaptée, absolument. Monsieur Juncker, sur ces points PE ou sur les conditions de travail de manière générale? Sur les points PE, on sait que ce sont principalement les organismes du secteur non marchand qui en bénéficient, dont le socioculturel. Et c'est énormément de petites structures qui, sans ces points PE, sont appelées à disparaître. Et donc c'est pour ça qu'il est très très important de maintenir ce système-là. Donc vous le soutenez en tout cas du côté des filles? On ne remet pas en question au point de vue de son utilité pour justement le secteur socioculturel et le non-marchand de manière générale, mais il faut corriger certaines choses dans sa mise en application. Alors on le disait, système Tilleux, système Géolet, en réorganisant les points PE, les deux en général. Je ne vais pas dire clairement système Tilleux, mais chez Défi, clairement, on est pour la concertation sociale. Ça, voilà, quand on dit qu'on est des libéraux sociaux, il y a le social qui est dedans quand même. D'accord, ok. Alors, on revient sur la question sur les aides aux entreprises, aides qui sont attribuées à certaines entreprises qui font du profit puis qui des fois partent voilà, sans restituer les aides. Vous, quelle est votre vision des choses, Monsieur Béraud? Disons que principalement, ce que je considère en Wallonie, il faut travailler sur l'émergence et le développement des PME. C'est vraiment là-dessus où on peut d'ailleurs gagner le challenge de l'emploi. Donc, favoriser les grandes entreprises, ce n'est plus quelque chose, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant par Défi. Il faut plutôt valoriser les petites et moyennes entreprises, voire les très petites entreprises, en leur donnant tout un certain nombre de facilités administratives par exemple, parce que c'est trop compliqué, et j'en ai fait l'expérience personnelle de créer une entreprise. Il n'y a pas de guidance, en tout cas où la guidance est trop restreinte dans le temps, donc c'est compliqué pour les jeunes entrepreneurs qui ont le nez dans le guidon de pouvoir se développer. Ensuite, derrière ça, il faut pouvoir aussi réformer les systèmes des invests en Wallonie, qui sont censés être du capital à risque, mais qui ne le sont pas ou très peu, et qui n'investissent pas suffisamment dans le tissu des PME locales. C'est pour moi quelque chose qui est très important. Ce sont des sociétés d'investissement qui sont d'un partenariat public-privé, qui ont souvent des gros capitaux et qui finalement ne sortent pas de leur zone de confort en n'investissant pas dans le tissu des PME. Monsieur Failly, oui. Oui, mais quel contrôle sur l'utilisation des aides et sur l'objectif des projets que vous allez soutenir? C'est ça un peu la question. Je crois qu'il faut... Bon, le contrôle des aides, c'est vrai qu'il faut un certain contrôle. On ne peut pas comme ça donner des aides et puis n'avoir aucun retour. Mais il faut quand même garder à l'esprit que l'entrepreneuriat, c'est quand même une activité à risque et que donc on ne peut pas se dire on octroie une aide et donc la société doit continuer à fonctionner et ne peut pas faire faillite, tout simplement. Ça arrive. Je veux dire, ça, c'est le fait de tenter l'entrepreneuriat. Parfois on réussit, parfois on rate. Mais justement, quand on rate, il faut avoir des mécanismes qui permettent de remettre le pied à l'étrier des entrepreneurs. C'est ça qui est fondamental ici. Aujourd'hui, en Belgique, si on fait faillite, on est dans les problèmes, on n'a pas de droit au chômage, on a toute une série de droits sociaux qu'on n'a pas quand on est indépendant. On ne cotise pas de la même manière. Hein. Alors, oui, d'accord, mais il faut revoir les choses. Et nous proposons que les indépendants aient droit au chômage dans le futur, ce qui permettrait justement aux indépendants de plus essayer, d'être plus créatifs et de finalement trouver la recette qui va pérenniser leur activité. Ça, c'est fondamental quand on veut redynamiser l'économie en Wallonie et créer des emplois.
Par le biais d'une assurance. Hein. Les indépendants auraient tous droit au chômage, mais via une assurance. Bien évidemment. Parce qu'on estime. Via une cotisation. Oui. Mais parce qu'on estime simplement qu'un indépendant investit d'abord énormément de temps, parce que lui, à 5 heures, il n'a pas fini sa journée, il doit continuer à travailler, il doit faire ne fût-ce que ses papiers, donc ça lui demande énormément de temps, mais ça lui demande aussi parfois des risques financiers, parce que pour créer son entreprise, il a investi. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui... Plutôt un système d'assurance oui, privée qu'une Assurance sécurité privée, sociale. C'est ça, une assurance, Une oui, intégration dans la sécurité Donc, sociale. Vous prendriez un système purement assurantiel. Oui. Vraiment, enfin, on les amènerait à prendre une assurance de façon à pouvoir retomber éventuellement, malheureusement. Je m'interroge un peu parce que ce n'est pas toujours aussi simple. Si je peux terminer. On peut aussi très bien passer d'un statut à un autre actuellement, du statut de travailleur au statut d'indépendant, du statut malheureusement de travailleur sans emploi au statut de salarié puis d'indépendant ou inversement. Et donc la proposition... Enfin, je m'interroge un peu sur la praticabilité de cette proposition. Je voudrais bien terminer, si tu veux bien. Oui, je voudrais bien terminer. Je pense notamment aux jeunes. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont peut-être envie de créer une entreprise et qui n'osent pas. Pourquoi? Simplement parce que les parents sont derrière. Ils les mettent en garde en disant attention, si tu prends un statut d'indépendant, tu risques de perdre des droits, ou en tout cas, tu prends des risques financiers. Les parents doivent parfois partager, aider les jeunes qui s'installent, et c'est une grosse responsabilité. Et donc, dès lors, ils ont peur que leurs enfants prennent ce genre de risque sans avoir la garantie si par malheur ça ne devait pas fonctionner. Je pense que, voilà, vous savez, l'indépendant ne doit pas être vu forcément comme quelque chose de mauvais. Mais je ne pense pas avoir évoqué que c'était mauvais. Non, mais je veux dire, je pense qu'il faut aider encore plus les indépendants, quel que soit... Voilà. Alors, on parle toujours d'emploi. Quel qu'il soit. Dans les débats, on revient souvent sur les emplois pénuriques aussi. Oui, madame, vous le rajoutez? Bien sûr. Oui, sur la question de l'emploi, je souhaitais poser une autre question, parce que dans votre programme, vous évoquez le fait qu'il y a aujourd'hui 30 000 offres d'emploi identifiées par le Forum pour 200 000 chômeurs environ en Wallonie. Et donc, moi, je m'interrogeais sur les pistes que vous souhaitiez développer en vue de la création de plus d'emplois en Wallonie, parce qu'il m'a semblé comprendre qu'il y avait des axes sur la formation, sur le soutien aux PME, etc. Mais j'arrive difficilement à dépasser les 30 000 offres disponibles. Donc ça veut dire qu'il faut une autre dynamique et encore Alors, comment créer d'autres plus moyens d'emplois et plus d'emplois accessibles aussi peut-être, hein. Et on parlait des métiers pénuriques, là j'en parlais à l'instant. Comment aussi peut-être trouver des solutions aux métiers qui sont en pénurie, puisqu'il y a effectivement des demandeurs d'emploi et il y a des postes où on ne sait pas trouver des candidats. Alors, monsieur... oui. Alors, il faut effectivement... bon, d'abord, le fait d'aider les indépendants et de favoriser l'entrepreneuriat, c'est favoriser la création d'emplois. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour les métiers en pénurie, on parle souvent des métiers hautement qualifiés, notamment dans les sciences. Ben là, il faut renforcer les filières au niveau de l'enseignement supérieur en matière de sciences. Donc là, on a toute une série de propositions là-dessus. Mais donc, c'est vraiment de rendre ces filières attractives pour avoir plus de jeunes qui se lancent dans ces métiers-là. Alors, il faut aussi voir que la société évolue beaucoup, que les compétences à avoir quand on est dans le milieu de l'entreprise sont des compétences qui évoluent. Donc il ne suffit pas juste d'avoir fait une formation en haute école ou universitaire pour se dire ben voilà, je suis armé pour la vie, je vais pouvoir trouver un emploi jusqu'à ma pension. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est plus comme ça que ça fonctionne, et donc il faut selon nous créer un droit à la qualification qui va tout au long de la vie, et donc c'est de permettre aux personnes de se former tout au long de leur carrière professionnelle, et donc d'acquérir les compétences qui vont devoir être utilisées sur le marché du travail, et donc de répondre constamment à l'évolution des demandes de l'entreprise. Oui,
M. Failly? Mais justement, en matière de formation continuée, il y a d'une part effectivement le rôle des services publics, de l'enseignement, mais aussi de la formation professionnelle pour adultes. Mais il y a aussi un rôle des entreprises. Aujourd'hui, on constate que le 1,9% de masse salariale qui devrait théoriquement être attribué à la formation des travailleurs est rarement atteint par les entreprises, qui recourent pourtant aux aides wallonnes, crédit d'adaptation, etc. Comment stimulez-vous l'effort des entreprises pour coller à la réalité technologique qui bien souvent va beaucoup plus vite que ce que peut se permettre l'enseignement ou les structures publiques de formation? Par rapport à ça, effectivement, on constate une certaine inadéquation entre l'offre de formation et la réalité évolutive des technologies, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler, parce que les formations qui sont proposées, notamment par le Forum, parfois ne correspondent plus à la réalité du terrain. On continue à former des personnes, non seulement elles ne sont parfois pas qualifiantes, mais en plus, on continue à former des personnes sur des thèmes ou des domaines qui sont peu ou pas accessibles en termes d'emploi, en tout cas où il n'y a pas d'offres sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement revoir. Et puis aussi, ce que nous prônons, c'est une sorte d'enveloppe de qualification permanente que chaque personne, chaque salarié au sein d'une entreprise pourrait se constituer avec un apport des employeurs pour pouvoir, tout au long de sa carrière, se former. Alors soit de se former dans le cadre de son emploi, mais se former aussi de manière spontanée, je dirais, ou en tout cas de choisir des formations qui pourraient être positives, tant pour lui ou que, éventuellement, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Parce qu'actuellement, la reconversion professionnelle est très compliquée. Un chômeur qui veut suivre une formation de longue durée, la dégressivité du chômage constitue un frein à cette formation dans la durée. Voilà. Se former en boulangerie, 2 ans, voilà, si on n'a plus la garantie du chômage, c'est compliqué, les gens ne le font pas. En tout cas, ne s'engagent pas sur cette piste-là. D'accord. Madame Renard, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais réagir parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'il y a déjà des moyens disponibles. Il y a des dispositifs aussi qui existent, comme le congé éducation payée. Quand notre but, syndicalement, c'est de voir les travailleurs continuer à se former tout au long de la vie, à la fois pour correspondre à l'évolution de leur emploi, mais aussi pour rester éventuellement mobile sur le marché de l'emploi. On se trouve face à 2 réactions. Quand il s'agit de la formation interne à l'entreprise, il y a une exigence d'utilité immédiate et de réduction de la durée de formation de façon à ce qu'elle soit la plus courte possible par les employeurs. Et par ailleurs, quand il s'agit de mobilité professionnelle, il y a là encore des freins plus importants à l'accessibilité des travailleurs à ces formations. Donc je pense qu'il n'y a pas uniquement une question de moyens, il y a aussi une question d'exigence vis-à-vis des entreprises en matière d'utilisation de ces moyens. Comment forcer en tout cas les entreprises à jouer le jeu réellement et quand elles touchent de l'argent à le faire? Alors qu'elles ont déjà contribuer, puisque les cotisations, elles existent. Ouais, alors, cette réponse-là, très rapidement, et puis après, il nous reste une dernière partie sur l'enseignement, il ne nous reste plus que 4 minutes 30. Clairement, il faut conditionnaliser les aides à des objectifs, comme on vient de le dire, donc qu'effectivement, il y ait effectivement que les employés aient suivi des formations qui leur permettent éventuellement d'être mobiles sur le marché du travail. Il faut dire aussi aux chefs d'entreprise que ce n'est pas nécessairement mauvais pour eux, parce que bien sûr, ils peuvent avoir des employés qui quittent, qui vont ailleurs, mais ils peuvent exactement, dans le sens inverse, avoir des employés qui sont mieux formés, qui viennent chez eux. Et donc, c'est du win-win. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est simplement qu'il y a plus de mobilité, ce qui permet d'avoir une plus grande souplesse sur le marché du travail. Quand un employé ou un travailleur quitte l'entreprise, il faut reformer le nouveau et ça prend du temps, une petite perte de temps. Donc, mais si les autres sont par ailleurs formés, ce n'est pas un souci majeur. Ouais. Vous voyez, donc il faut tout voir, il ne faut pas juste voir l'employé qui s'en va. Eh bien voilà, comme ça on a parlé au directeur d'entreprise via cette émission. Alors il nous reste une dernière partie sur l'enseignement. On sait que l'enseignement est un peu en crise, un certain sous-financement, des professeurs qui manquent, des manques de vocation aussi. Monsieur Jonkers, peut-être dans ce domaine, votre question? Oui, bien sûr, c'est interpellant. Donc nous, ce qu'on souhaiterait savoir, c'est d'une part ce que vous pensez du tronc commun qui a été voté il y a quelque temps. Et deuxièmement, comment faire, non pas pour que les gens se lancent dans l'enseignement, mais pour qu'ils y restent, puisqu'on sait qu'une grosse partie des enseignants quittent l'enseignement dans les 4 premières années. Alors tout d'abord, nous l'avons initié
le tronc commun. C'est une idée qui vient de chez nous. Donc nous ne pouvons qu'être d'accord, vous imaginez bien, avec cette idée-là. Nous avons bien évidemment, et mes collègues vont m'aider et prendre la parole aussi, mais nous voulons aussi que le poste du directeur soit renforcé et en tout cas beaucoup mieux respecté, parce que malheureusement on constate que dans les écoles, finalement, aujourd'hui les élèves prennent parfois le pli sur la direction, sur les professeurs. C'est inacceptable. Tant la direction que les professeurs doivent être respectés par les élèves, et ça je crois qu'il faut absolument travailler là-dessus, il faut y revenir, hein, c'est pas possible. Bien, alors d'autres idées pour garder les professeurs et continuer de les motiver? Alors pour garder les professeurs, nous on souhaite décloisonner les réseaux d'enseignement, et notamment au niveau de la portabilité de l'ancienneté. Donc ça c'est aussi une mesure qui est passée en commission à la Fédération il y a je pense un mois et demi, qui était un projet porté par notre député à la Fédération Joël Maison. Donc Fédération Wallonie-Bruxelles. Hein, la Fédération Wallonie-Bruxelles, oui, voilà. Non, précisons-le quand même. Voilà. Ouais. Mais donc ça c'est important parce que ça permet aux professeurs de pouvoir passer d'un réseau à l'autre sans perdre leur ancienneté, ce qui était quand même une aberration totale du système. Enfin, voilà, ça n'a pas encore été voté en plénière, hein, donc, mais disons qu'on a bien avancé là-dessus et qu'on pense que, en tout cas, nous on veut que ce soit voté en tout début de législature pour permettre aux enseignants d'avoir plus de mobilité, et donc quelque part ça va amener aussi, permettre à ce que des gens se disent ben oui, moi je vais aller dans l'enseignement puisque je n'aurai plus ce problème de perte d'ancienneté éventuellement. C'est tout le problème aussi des enseignants nommés. Donc voilà, ça c'est... Alors, d'autres mesures, il vous reste 1 minute 15 pour éventuellement parler d'autres mesures et attirer aussi les jeunes vers l'enseignement, parce que voilà, on souffre un peu de vocation là, visiblement. Oui. C'est clair qu'il faut davantage valoriser le travail de l'enseignant et pour inciter les jeunes à prendre ce pli-là. Alors la formation initiale est certainement extrêmement importante. Voilà, on a déjà allongé la durée de formation. Je ne suis pas moi-même enseignant, mais j'ai entendu chez certains qu'ils ne seraient pas contre un allongement supplémentaire de la durée de formation pour que les enseignants soient le plus formés. Mais cela, bien entendu, accompagné d'une revalorisation du statut même de l'enseignant. Voilà. Très rapidement, Mme Renard, il nous reste 30 secondes. Oui, très rapidement, parce que dans votre programme, vous évoquez aussi le problème de la pauvreté infantile, qui est un vrai problème et qui peut partiellement trouver des solutions par des mesures au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais est-ce que vous avez des projets sur la gratuité réelle de l'enseignement, au moins fondamental? Alors, on vous laisse 30 secondes de plus pour répondre à ça. Gratuité de l'enseignement, accessibilité de l'enseignement. Alors, pour ma part, la gratuité de l'enseignement, c'est une évidence qui devrait être inscrite partout. Ce n'est pas le cas. L'enseignement coûte réellement de plus en plus cher. Et voilà, quel que soit d'ailleurs le niveau que ce soit au niveau de la petite enfance, mais en école primaire ou en école secondaire. Et c'est de plus en plus compliqué pour les familles d'assumer les frais scolaires, les voyages scolaires, enfin voilà. Ouais. En tout cas, chez Défi, vous êtes favorable à la gratuité de l'enseignement. Très bien. C'est une question d'équité sociale. Voilà, on termine cette première partie ici face aux syndicats. On remercie les délégués syndicaux qui sont venus ici sur ce plateau. Et ils vont laisser place à d'autres personnes sur ce plateau. Nous passons en effet au débat face à la société civile. Et pendant que tout le monde prend place sur ce plateau, je vais vous présenter dans un instant nos invités. Mais avant cela, on va aborder une question citoyenne, donc une question posée par un citoyen. Nous sommes allés sur les marchés, en l'occurrence ici sur la place d'Armes à Philippeville. Et nous avons rencontré une dame qui se demande, un habitant, qui se demande comment améliorer le niveau de vie en Wallonie. Et ensuite, eh bien, vous aurez 1 minute pour y répondre. On écoute d'abord l'affirmation de ce monsieur. On sait qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale, que les grosses fortunes ont parfois des avantages fiscaux. Et donc, quand on voit que certaines personnes ont du mal à boucler leur mois, j'aimerais évidemment voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer le niveau de vie de ces personnes. Voilà, ma question simple, mais compliquée à la fois, je dirais. Comment améliorer le niveau de vie en général en Wallonie? Monsieur Alexandre, vous avez 1 minute pour vous exprimer.
Quand on pose la question du niveau de vie, forcément, on pose la question du pouvoir d'achat. Et pour nous, il est très important de redonner du pouvoir d'achat à tout le monde, et en particulier aux personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, nous souhaitons exonérer de tout impôt les premiers 13 670 € de revenus par an. Et donc, ces 13 170 €, ça correspond au seuil de pauvreté. Et donc, on est tout à fait contre le fait d'imposer tout revenu qui est inférieur au seuil de pauvreté. Et donc, en redonnant ces marges de manœuvre-là, on permet à des gens qui sont dans le besoin de pouvoir vivre dignement. Okay, mais pour les autres c'est valable pour tout le monde, puisque c'est la quotité exemptée d'impôts. On est d'accord. Mais pour améliorer le niveau de vie des gens en général. L'aide à l'emploi aussi. Oui. Voilà. Parce que le niveau de vie évolue en fonction, bien sûr, d'un salaire quand on peut travailler. Donc, il est vraiment primordial que tout le monde puisse être remis à l'emploi pour pouvoir vivre décemment. Et pour ça, donc, nous avons toutes nos idées au niveau de formation pour les y aider. Et nous souhaitons aussi, par rapport à la fraude, puisqu'on entendait qu'il y avait l'évasion fiscale, nous souhaitons recruter 150 agents au niveau de l'ISI pour justement lutter contre la fraude, mais vraiment lutter contre la fraude. Parce qu'on dit ça souvent en période électorale, et puis quand on est au gouvernement, subitement, comme ça, ça passe un peu à la trappe. Oui, un peu dans le style de dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Oui, ok, très bien. Voilà pour cette question citoyenne. On accueille donc de nouveaux invités autour de cette table, et on salue tout d'abord Valérie Déhomme. Bonsoir et bienvenue, que l'on a connu à un moment de l'autre côté de la table. Et maintenant, depuis quelques années, vous travaillez pour les femmes prévoyantes socialistes et vous allez parler en leur nom dans un instant. Nous saluons également Arnaud Collignon. Bonsoir. Et bienvenue. Vous travaillez et vous représentez Inter-Environnement Wallonie. Et puis à vos côtés, nous avons également deux jeunes. On accueille Louise Rozou, qui vient de Namur et qui a fait plusieurs manifestations pour le climat. Ouais. Et puis Marie Momer, qui est avec nous également, qui vient de Viroinval. Elles vont donc vous parler climat et environnement dans une deuxième partie. Alors, on va tout d'abord commencer par Valérie Déhomme. Alors, vous, dans votre quotidien, avec les personnes que vous côtoyez tous les jours au niveau des femmes prévoyantes socialistes, quels sont, vous, les principaux constats, problèmes que vous avez envie de relayer, de faire remonter face aux candidats ici pour cette émission? Ils sont évidemment nombreux, donc on va essayer de les prendre par ordre de priorité et quelque part de rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, et donc le principe de donner des conditions de vie dignes aux personnes. Et donc j'aborderai volontiers la question du logement. À Solidaris, on a l'habitude depuis quelques années de faire des thermomètres où on sonde une partie de la population sur des sujets d'actualité. Le dernier qui va sortir bientôt, ou qui est sorti, traite des inégalités et de la manière dont les personnes perçoivent les injustices et les inégalités. Il faut savoir que l'accès à un logement décent arrive parmi le trio de tête des injustices qui sont le plus ressenties par la population. Et donc là, notamment, le gouvernement wallon vient de prendre une mesure au niveau des logements publics qui est de dire, pour calculer le loyer d'un logement public, alors on sait combien les logements publics sont importants pour les personnes précarisées, et je vais prendre ma casquette de mouvement féministe, notamment les familles monoparentales, logements d'ailleurs qui ne sont pas toujours adaptés à ces familles monoparentales, et donc le loyer va être calculé maintenant sur une grille qui sera calculée sur les loyers publics, mais également sur les loyers privés. Or, on sait que ces loyers privés sont à la fois souvent excessifs et fluctuants. Donc ici, on a vraiment une mesure qui fait que le logement n'est pas un bouclier contre la pauvreté, mais un principe d'exclusion. Qu'est-ce que vous proposez en matière de logement? Alors, tout d'abord, effectivement, on connaît ce système de grille. Nous allons plus loin. Nous voudrions que les loyers soient calculés en fonction des revenus et ne dépassent pas 25% des revenus, quels qu'ils soient. Donc c'est autant pour un propriétaire privé que pour un logement social, où là nous serons peut-être un petit peu au-dessus du prix du logement social aujourd'hui, mais nettement en dessous des prix des logements privés. Parce que les prix, comme vous le dites, dans le privé sont excessifs. Aujourd'hui, il faut travailler à deux pour pouvoir se payer un logement. C'est quand même incroyable. Ça a évolué en très peu de temps, ce n'est pas acceptable. Les jeunes qui s'installent aujourd'hui, moi je me demande comment ils font pour s'en sortir. Donc il faut vraiment remédier à ça. Mais comment contraindre un propriétaire alors à baisser son prix? Comment allez-vous faire? Quelles mesures allez-vous prendre? Ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Oui. Ce que nous souhaitons aussi, c'est pousser le propriétaire privé à se diriger vers les AIS. Alors, voilà. Donc, l'agence immobilière sociale, là, il accepte, qui encadre des propriétaires. Alors là, pour il avoir accepte des logements effectivement une diminution de loyer, puisque c'est le principe, des AIS.
Mais à côté de ça, il a la garantie d'avoir son loyer tous les mois. Et donc... Et puis on pourrait inclure également un système d'exonération du précompte immobilier à partir du moment où le propriétaire mettrait son bien à disposition de l'AIS. Oui. Ah non, moi je suis tout à fait d'accord avec Madame Félix. Si les propriétaires mettaient leur logement, leur bien privé aux AIS, ils auraient la garantie, eux, de recevoir leur loyer tous les mois de ce que les locataires paieraient, et au moins ils seraient sûrs de récupérer leur bien en état de ce qu'ils l'ont prêté aux locataires. D'accord. Monsieur Béraud, une proposition qu'on pourrait faire aussi, parce qu'il y a non seulement le coût du logement en tant que locataire, bien entendu, mais aussi c'est l'accès à la propriété, on en parlait. On pourrait développer, c'est dans notre programme, développer le système de location-achat, où les AIS, par exemple, achètent un bien immobilier et sont mis en location avec l'opportunité, avec une option d'achat pour le locataire après un certain temps. Et avec possibilité pour le locataire d'ailleurs de lever cette option d'achat quand il le souhaite et de pouvoir acquérir ce bien avec une déduction des loyers déjà payés de la valeur de l'achat final. D'accord. Alors, ce qui permettrait, d'aider. L'investissement dans les logements publics reste quand même fondamental. Hein. Donc toutes les mesures que vous pouvez prendre vis-à-vis du privé sont très bien, mais il faut savoir que d'ici à 5 ans, il va de nouveau manquer 150 000 logements publics sur la Wallonie. Donc je pense qu'il y a aussi ça à prendre en considération, parce que autant, je veux dire, contraindre les privés, parfois compliqué d'un point de vue législatif, tandis que, en tant que politique, investir dans les pouvoirs publics, dans les services publics, ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Vous avez raison, mais malheureusement, nous n'aurons jamais assez de logements sociaux. Il faut à un moment donné pouvoir apporter quelque chose aux propriétaires privés, les inciter à accepter de diminuer leur loyer par un précompte qui saute ou bien par une garantie, tout simplement. Parce que, vous savez, louer un appartement ou une maison bien chère et puis ne pas avoir le loyer, au final, le propriétaire, je ne sais pas s'il est tellement gagnant. Hein. Donc, voilà, je pense qu'il faut absolument faire quelque chose. C'est un peu plus large. Hein. Donc, je sors un peu du problème du logement pur, mais ici, ça contribue à apporter une solution. C'est d'augmenter de nouveau le pouvoir d'achat. Donc, donc, il y a deux axes. Hein. C'est de lutter contre la hausse des loyers ou alors d'augmenter les revenus. Bon. Et donc, nous considérons au niveau fiscal qu'il faut imposer les revenus du capital, mais donc les prendre en compte et au même titre que les revenus du travail. Et donc, comment est-ce qu'on veut faire ça? On veut faire ça sur un modèle hollandais. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir deux boîtes d'imposition, une pour les revenus du travail et une pour les revenus du capital, c'est-à-dire les revenus des biens immobiliers, par exemple. Mais pas que, hein, ça peut être aussi les plus-values sur actions ou ce genre de choses. Et l'idée, c'est d'avoir des taux qui soient différenciés entre les revenus du capital et les revenus du travail. Mais donc, d'avoir un glissement de la taxation du travail vers le capital. Ça permet quoi? Ça permet de donner plus de revenus aux personnes qui n'ont que leurs revenus du travail. Vous voyez? Et donc, ça répond à la question, mais de manière indirecte. Très bien. Alors, on a compris. Il y a une autre solution aussi que je glisse rapidement à l'oreille au niveau des logements, c'est de favoriser les habitats groupés ou les habitats communautaires. Et donc là, pour ça, il faut revenir sur le statut de cohabitant. Et donc, il faut travailler à une individualisation des droits. Bien. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Alors, on va passer à notre intervenant pour Inter-Environnement Wallonie. Je suppose qu'on va parler environnement et protection de la nature, de l'environnement et du climat. Votre question, et puis après on enchaînera aussi. Quand on parle d'environnement, en fait, on va de nouveau parler logement. Je crois qu'on a parlé logement, mais on n'a pas abordé un des éléments fondamentaux du logement, c'est l'isolation et même l'impact du logement plus largement sur les émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'on a un logement en Wallonie qui est très mal isolé, hein, PEB F moyen en Wallonie. Il est très étalé, il est étalé partout sur le territoire, ce qui implique des gros besoins en mobilité, ce qui est un véritable problème. Et alors surtout, il est inadapté aux évolutions démographiques de la Wallonie. On sait que la Wallonie est en train de changer, que les ménages sont de plus en plus petits, de plus en plus âgés, on a de plus en plus affaire à des ménages monoparentaux, et le logement a été construit au début du siècle pour des familles de 4 ou 5 personnes. Alors, votre question ? La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui le logement qu'on a
qui est adapté à la Wallonie de 1920. Comment on fait pour qu'en 2050, ce logement soit adapté à la Wallonie de 2050? Alors là, il y a un chantier, si je peux m'exprimer ainsi. Même chose pour les bâtiments qui sont en location. Nous proposons que les propriétaires aient des taux, peut-être des crédits à 0% d'intérêt pour pouvoir se permettre de faire des travaux de rénovation, et notamment dans l'isolation, mais avec des conditions attenante. De nouveau, on revient vers les AIS. Voilà. C'est un échange, en fait. On vous apporte une aide pour pouvoir remettre votre bâtiment en état. Je pense aussi au-dessus des commerces, parce que beaucoup de commerces ont des appartements où le dessus est complètement vide et abandonné. Il faut réhabiliter tous ces dessus. Oui. Et donc, on leur ferait le cadeau là, du précompte immobilier, mais avec la condition, bien sûr, de faire des travaux d'isolation. Alors, sur le plan aussi de l'aménagement du territoire, l'éparpillement des logements, comment faire pour provoquer, donc, comme le disait Mme Déhomme et Monsieur Collignon, pour regrouper un peu plus, pour rationaliser les déplacements aussi, donc, puisque ça c'est important. Et ça, je parie qu'on va en parler avec les jeunes. Donc, l'idée, c'est de densifier les tissus urbains et de mettre plus de logements au niveau des villes où sont concentrés les services par ailleurs. Donc, ça ne sert à rien d'aller implanter comme ça des quartiers en périphérie, voire en périphérie lointaine où il n'y a vraiment rien, et de devoir effectivement se taper 30 km pour trouver le premier supermarché, ça ne va pas. Donc il faut sortir de cette logique-là. Et donc nous sommes effectivement favorables à redensifier les villes, et là on est proche des services. Donc, concrètement, il y a un objectif de stop béton en 2040 qui est plus ou moins passé au gouvernement. Comment est-ce qu'on l'implémente? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on touche au plan de secteur? Est-ce qu'on change le plan de secteur? Quelle est la position de défi par rapport à ça? Sur la modalité, je ne sais pas si on est allé jusque-là, franchement, au niveau du programme. Parce que... Pour une législature. Oui, c'est vrai, mais on va pas non plus. Il ne faut pas non plus se fermer sur le modus operandi. Je pense qu'il faut rester ouvert par rapport aussi à d'éventuels accords qui pourraient intervenir. Et donc, voilà, c'est simplement pour vous dire que on n'en est pas à ce stade-là. Stade du constat, mais pas encore de la réalisation. Si, donc on est au stade de la volonté, de l'impulsion, mais sur après comment est-ce qu'on fait les choses précisément, ça, je pense qu'il appartiendra au prochain gouvernement de le déterminer avec l'appui du Parlement. Mais ça, ce n'est pas... C'est l'objet du débat aujourd'hui. À préciser, à peaufiner, si je comprends bien. Voilà. Alors, je donne la parole à nos deux jeunes qui nous ont rejoints. Louise, il y a une mobilisation, il y a quelques réponses du côté politique, mais qu'est-ce que tu as envie de dire, en tout cas, toi, aux candidats qui sont en face? Moi, j'ai écrit une question. Donc, pour moi, quand on s'engage en politique, on défend ses idées et donc ses convictions. Dans votre programme qu'on a parcouru, vous semblez, et c'est totalement légitime avec ce qu'on demande, mettre un grand point d'attention sur l'écologie. Mais concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place donc, dans le parti et aussi à votre niveau pour que la Belgique soit un exemple climatique? Alors, oui, je vais peut-être répondre. Donc effectivement, par rapport à ce que nous vivons actuellement, c'est dramatique au niveau humain, je dirais, pour l'avenir de l'humanité sur la planète entière. Il est clair qu'on doit travailler, c'est une question extrêmement complexe en fait, c'est difficile de donner une réponse simple parce qu'on doit travailler sur l'isolation, donc l'énergie, la meilleure énergie c'est celle qu'on ne dépense pas, donc il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur la préservation de la biodiversité, donc il y a des actions qui sont là, peuvent être prises au niveau local beaucoup plus importantes. Développer les zones de protection naturelle. On avait la Wallonie avait initié le plan Maya, mais je pense qu'il faut l'étendre davantage parce que les insectes pollinisateurs sont en voie de disparition et ça va représenter un challenge énorme pour l'être humain, pour son futur. Donc c'est à la fois des dispositions qui doivent être prises aussi au niveau de l'Europe. Il faut être beaucoup plus contraignant vis-à-vis des objectifs à atteindre dans le cadre des accords de Paris. Actuellement, les accords ne poussent pas les États à aller vers les objectifs qu'ils se sont fixés parce que derrière ça, il n'y a aucune contrainte. Et donc pour moi, c'est extrêmement important à tous les niveaux de pouvoir, de travailler en incluant l'environnement systématiquement dans toute décision qui sera prise et mesurer l'impact sur l'environnement de ces décisions-là. Donc nous avons un système en fait qui fonctionne comme un trépied avec l'économie, le social et l'environnement. Et on ne peut pas, pour que ce tabouret fonctionne,
il doit avoir les trois pieds présents. Alors Louis, est-ce que ce type de réponse te satisfait ou est-ce que ça reste encore un peu vague quand même pour vous les jeunes? Mais pour moi, l'environnement doit être primordial parce que si on ne s'occupe pas de l'environnement, le social n'aura plus lieu d'être. Donc ça doit être vraiment... tout doit être discuté par rapport à l'environnement. Mais disons qu'il faut le faire en relation avec l'humain. Ça ne doit pas non plus se faire au détriment de l'humain. Donc nous ne sommes pas d'ailleurs pour des régimes de taxation contraignants. Je pense qu'il faut mener les gens vers cette transition écologique. C'est quoi vos projets pour mener les gens vers cette... Si je peux juste, je donnais des mesures concrètes, mais juste pour parce que tu as raison de le rappeler, mais on ne peut pas faire une réforme pour le climat en laissant des gens sur le bord de la route. C'est pas possible. On ne peut pas abandonner les gens qui sont faibles, je veux dire, qui ont des revenus faibles ou qui ont des soucis. Et leur imposer des taxes ou leur imposer des comportements qui font que pour eux ce n'est pas possible. Donc il faut prendre tout le monde ensemble. Pour le climat, il ne faut pas forcément mettre des taxes. Non. Il faut pas forcément mettre des taxes. C'est exactement ce qu'on dit. Et donc, par exemple, mais là, je vais faire justement une petite dérogation. Nous, on est, par exemple, pour l'instauration quand même d'une taxe, mais une taxe carbone. C'est pas une taxe pour les gens, c'est une taxe en fait. Pourquoi? C'est pour lutter contre l'importation de produits qui sont produits justement dans des conditions environnementales déplorables. Je pense particulièrement aux produits chinois. Et donc, c'est remettre nos entreprises à niveau par rapport à la concurrence, d'accord, puisque nous, on a des contraintes environnementales assez fortes. On produit déjà de manière environnementale, je veux dire, friendly. Mais je vais prendre un exemple. Par exemple, l'agriculture, on tape beaucoup sur l'agriculture en ce moment. Il faut quand même dire une chose, c'est que l'agriculture, elle a fait des efforts en termes de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, qui est très important sur les 5-10 dernières années. Ils ont réduit déjà leur empreinte écologique. D'accord. Donc, mais l'agriculture fait partie de la société. Donc c'est la société dans son ensemble qui a déjà un glissement pour avoir une empreinte écologique plus faible. On va accentuer ça en isolant les logements, en ayant des pratiques agricoles plus durables. Mais tout ça, c'est des processus qui sont mis en œuvre. Moi, je le vois bien parce que je suis en charge de l'agriculture au niveau de la province. C'est de ça qu'on parle avec les agriculteurs. Donc tout ça était déjà en cours, se poursuit, s'amplifie. Et donc, c'est une évolution. On n'a pas pris conscience de l'enjeu climatique il y a 3 mois ou 4 mois. Hein. Bien. Donc, alors, oui, je me permets d'interrompre parce qu'il ne reste que 5 minutes. Marie, aussi, ton constat, ta question, tes envies peut-être par rapport aux candidats. Oui, alors tout à l'heure, vous parliez de 30 km pour trouver un supermarché. Donc là, vous parlez de l'agriculture, etc. Et que mettez-vous en place pour favoriser les circuits courts, donc la relation entre le producteur local et le consommateur, donc le citoyen? Alors, est-ce qu'il y a moyen de jouer aussi ça au niveau wallon, hein, parce qu'on sait que les communes peuvent jouer, mais au niveau wallon, est-ce que vous avez des idées pour ça? Oui, tout à fait. Donc au niveau des circuits courts, nous sommes favorables justement à intensifier cela. Et comment est-ce qu'on peut le faire? C'est en aidant les agriculteurs à se mettre en coopérative. Parce que souvent, le problème des agriculteurs, c'est qu'il ne faut pas oublier que leur rôle premier, c'est de produire. Donc eux, ils produisent des céréales ou de l'élevage, enfin voilà. Et donc, le problème, c'est qu'à la fin de la journée, s'ils doivent encore s'occuper de vendre leurs produits, en réalité, pour eux, c'est un deuxième métier. Et donc, ça ne va pas. C'est comme si on demandait aux enseignants de gagner leur vie en donnant des cours particuliers après leurs heures de classe. Donc, ce n'est pas pérenne comme modèle. Donc, ce qu'il faut pour aider justement les agriculteurs à pouvoir vendre en circuit court, c'est d'avoir développé un tissu associatif, coopératif, je touche mon micro, désolé, et qui permette justement à ces agriculteurs de donner leur production dans ces coopératives et c'est à ces coopératives-là de vendre alors en circuit court à la population. Bien. Alors, autre question pour Valérie Déhomme? Une question juste pour rebondir. Le modèle fonctionne très très bien et on a un magnifique exemple à Namur qui s'appelle la coopérative paysans artisans, je suppose que vous connaissez, et dont justement le mouvement que je représente a ouvert le premier point de ralliement. Donc il y a aussi évidemment chez nous une préoccupation au niveau de l'environnement, du climat et surtout du circuit court et de l'accessibilité à une alimentation saine, etc. Et maintenant ils ont un nombre de points de ralliement et ils ont toute une réflexion au sein de leur assemblée générale, des universités qu'ils ont créées, etc., qui sont extrêmement fondamentales. Donc le modèle fonctionne et il ne fonctionne quasi que sur une base de bénévolat en plus.
c'est quand même magnifique en termes de militantisme. Très bien. Alors, une question concernant aussi peut-être la mobilité. On en parlait en préparant cette émission. On n'a pas encore abordé ce point. On sait que la région Wallonne est compétente dans certains domaines, dont notamment les bus, les techs. Question mobilité, peut-être du côté d'Inter-Environnement Wallonie ou de Valérie Déhomme ? Une question très simple, par exemple, on sait qu'on a plusieurs gros chantiers d'infrastructures qui sont dans les cartons de la région wallonne. Je pense au contournement de Liège, je pense à Wavre. Quelle est la position de Défi sur ces grands travaux d'investir encore dans la route en 2019, alors qu'on sait qu'on a déjà peut-être un des réseaux les plus denses, routiers les plus denses du monde. Quelle est la position de Défi là-dessus ? Nous, on n'est pas pour le tout à la voiture. Clairement. Donc, si c'est créer plus de routes, c'est pas quelque chose qui, sauf si on peut nous démontrer que c'est archi nécessaire pour des raisons économiques, de développement d'un bassin. Là, on peut éventuellement l'entendre. Mais maintenant, je ne connais pas la problématique spécifique de Liège, donc je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Mais je vous donne plus de routes, général. Quoi, hein, c'est ça, donc, c'est plutôt moins de routes, mais mieux de mobilité. C'est ça l'idée. Donc c'est vraiment, voilà, nous on peut le parler en termes de mobilité, parce que dans le sud de la province on est très très isolé par rapport à ça. Donc effectivement arrêter le tout voiture c'est très très compliqué chez nous. On n'a pas suffisamment d'offres, donc il faut d'abord travailler sur l'offre de mobilité et surtout arrêter aussi le désinvestissement que la SNCB a induit depuis de nombreuses années, notamment sur les lignes locales, parce que ça enclave tout un certain nombre de communes. Et voilà, venant d'Astières, je peux vous dire que c'est très très compliqué pour les personnes jeunes ou moins jeunes de se rendre sans voiture où que ce soit. Donc il y a un vrai travail d'offre de services à faire, tant au niveau du tech que... Donc plus de budget pour les techs chez Défi ? C'est renforcer l'offre de transport public et donc l'offre de tech, naturellement. C'est aussi mettre fin à la clé de répartition au niveau de la SNCB dans les travaux d'infrastructure 60-40 entre la Flandre et la Wallonie. Pour nous, il n'y a aucune raison que ce soit 60-40 alors qu'on sait que le terrain wallon est plus difficile en matière ferroviaire. Donc il faudrait peut-être plutôt faire l'inverse. Voilà, ça c'est notre ligne. Votre point de vue. Juste une dernière question, j'ose la poser, mais les jeunes la posent régulièrement. Stop ou encore les voitures de société ? Alors chez Défi ? Clairement, stop. Bon, donc on termine avec les voitures salaires. Alors ça veut pas. Donc il faut quand même un peu expliquer les choses. Les voitures qui sont utilisées pour l'activité professionnelle des personnes et sans laquelle ils ne savent pas travailler, ça c'est pas possible de leur retirer leur voiture. Donc ça ne concerne pas cette catégorie-là de gens, mais évidemment ils sont pas très nombreux. La grande masse, c'est les gens qui ont une voiture en compensation d'un salaire, parce que ça coûte moins cher pour l'employeur. En fait, c'est ça l'idée. Très rapidement, Louise, le temps est terminé. Mais si on supprime la voiture de société, il faut trouver d'autres solutions pour ces gens-là. Il faut développer les gares, développer les bus. On ne peut pas supprimer les choses sans amener des solutions. Ensuite, investir. Supprimer les voitures de société, c'est dégager entre 2 et 4 milliards d'euros. Je sais que c'est une solution de les supprimer, mais il faut apporter une solution à ces gens-là. Exactement. Et dans le même temps, donc, cette manne financière-là, l'utiliser justement pour investir dans les transports en commun. Ok, voilà. Dans les chemins de fer. Très bien, oui. Je suis désolé, madame. Le temps est terminé. Voilà, on termine cette partie très intéressante et un dialogue vraiment de part et d'autre de la table. Je vous en remercie d'ailleurs, vraiment, vraiment. Il nous reste bien une avant-dernière partie dans cette émission. Avant de passer au débriefing, on passe par la case carte blanche. Ça discute au niveau du groupe Défi pour voir qui va la faire. Mais donc vous avez, pour votre groupe, 1 minute d'antenne pour vous adresser aux téléspectateurs et donc aux électeurs pour voir vos priorités également. Monsieur Alexandre, c'est à vous, c'est parti. Mais voilà, je crois que vous l'avez bien compris si vous avez suivi toute l'émission, mais l'idée c'est que chez nous, nous sommes modérés, nous sommes pondérés et donc nous ne voyons pas qu'il faille mettre tous les moyens sur le climat ou tous les moyens sur le social. Il faut trouver un équilibre. Il faut vraiment allier le climat avec et l'environnement avec l'économique et avec le social. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'on trouvera un projet de société qui soit équilibré. Et chez nous,
et juste, et clairement plus juste. Et donc, c'est vraiment rétablir une justice dans tous les domaines. Donc, une justice environnementale, une justice sociale, une justice fiscale. Il faut, dans chaque domaine, trouver le point d'équilibre pour que ce soit juste pour tout le monde. Et donc vraiment fédérer, c'est d'ailleurs dans notre nom, hein, défi des démocrates fédéralistes indépendants, et donc de fédérer les gens autour d'un projet de société. Ça, c'est le plus important pour nous. Et qu'ils soient indépendants. Nous sommes indépendants de tout lobby, et donc nous ne défendons pas un point de vue plutôt qu'un autre, nous défendons l'intérêt général. Voilà, bien, eh bien merci. Exercice respecté vraiment à la seconde près. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci pour ce débat et la teneur de ce débat. Merci à vous tous. Il nous reste une dernière étape. On passe maintenant au débriefing de cette émission. Le débrief avec Michael Vakutse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, émission effectivement aussi modérée, pondérée, je dirais, mais que pensez-vous de la teneur des propos qui ont été émis par les candidats? Écoutez, émission effectivement équilibrée. On sent une maîtrise technique des dossiers par les candidats défis, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand on n'est pas encore dans le niveau de pouvoir auquel on prétend atteindre. Et donc ici, sur une série de thématiques, je pense que les positions sont intéressantes, les dossiers paraissent maîtrisés. Il y a de temps en temps l'un ou l'autre petit point qui est peu connu, qui est parfois une solution radicale. Hein. Si on pense au plan de secteur par rapport au stop béton, on est là sur un outil assez fondamental dans l'architecture wallonne. Mais globalement, on peut dire qu'effectivement, pour un parti qui n'est pas au Parlement wallon, c'est un parti qui maîtrise pas mal ses dossiers. Alors, on sait que Défi veut s'implanter en Wallonie. Défi a déjà réussi à rentrer à 2-3 endroits au niveau des communales dans la majorité. Mais au niveau wallon, il faut encore faire toutes ces preuves. Ça ne s'annonce pas facile pour Défi, pour ce scrutin? Sur le plan de l'arithmétique électorale, ça ne va pas être simple. Surtout dans le Namurois, où les sièges sont moins nombreux par rapport à des bassins comme le Hainaut ou Liège, où on sait que 2/3 des flux de députés wallons vont venir sur tous ces bassins-là. Donc c'est dans ces deux bassins-là que le score électoral de Défi sera peut-être intéressant pour amener 1 à 2 députés. Voilà, avec un discours aussi, on l'a entendu dans le débat, sur une fiscalité innovante, sur des aspects plus libéraux, mais aussi sur des aspects plus sociaux. On a cette étiquette libérale sociale qui est bien transparue dans le débat, qui peut à un moment faire objet de conviction auprès des électeurs dans un débat qu'on sent pour le moment assez cristallisé entre des fractions de gauche et des fractions de droite. Ici, on a une offre un peu plus consensuelle, effectivement. Peut-être fédératrice. Oui, justement, est-ce que ce consensus et cette offre fédératrice pourrait, sur le plan global, au niveau wallon, du Parlement de Wallon, si, par exemple, 2 partis se lancent dans une majorité, mais ils ont besoin d'un petit appoint, je dirais, est-ce que, du coup, Défi, pour être un candidat à la majorité, il ferait le 3e parti, d'autant qu'on dit, voilà, nous sommes modérés, pondérés. Est-ce que, du coup, Défi pourrait décrocher une majorité? Je pense que Défi, avec 2 sièges, c'est peut-être un peu juste, parce que si c'est un siège qui fait le basculement, c'est un siège qui peut générer une incertitude. On a vu au Parlement wallon qu'à un siège près, on peut effectivement se retrouver. Voilà. Donc il faut quand même avoir une certaine représentativité, mais ça peut aussi donner une assise majoritaire un peu plus large à une formation ou à une bipartite, je dirais, qui se sont un peu à l'étroit dans sa majorité. Maintenant, je pense qu'une majorité à 2 partis, ça va être compliqué au niveau wallon. C'est peut-être la chance de Défi, c'est de venir comme un 3e larron sur quelque chose qui pourrait basculer vers la gauche, basculer vers la droite. Ça, c'est tout à fait ouvert. Pour moi, j'ai rien entendu, en tout cas, ce soir, qui discrédite Défi. C'est peut-être la performance du soir, d'un côté ou de l'autre de la barrière politique, je dirais. Tout est possible, en tout cas. Tout est possible, oui. Très bien. Merci, Michael Vakutse, pour cette analyse. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous donc le 26 mai au SOA pour connaître déjà les premiers résultats et peut-être les premières tractations entre partis. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal C.